Alors, je vais essayer alors, bien sûr, comme tout bon scientifique, je ne vais absolument pas répondre à la question qu'est-ce qu'on peut faire face à la perte de biodiversité, surtout au niveau du territoire. Heureusement, parce que si les scientifiques avaient la solution, on le saurait depuis un petit moment. En revanche, ce que je vous propose, c'est partager la réflexion qui fait qu'on se retrouve maintenant avec un gros défi, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire face à la perte de biodiversité, sachant que la perte de biodiversité, c'est un phénomène qui est mondial. Et là, nous, on doit agir au niveau territorial. C'est un petit peu le même cas que vous allez voir, je crois que c'est la semaine prochaine, avec Philippe Rosselliot pour le changement climatique. Mais Oui. c'est le challenge, il est là. Comment des processus mondiaux, on peut les aborder au niveau territorial, sachant qu'on ne sait pas forcément ce qu'on fait chez nous qui a le plus de poids sur la biodiversité, mais en revanche, il faut faire face, il faut contribuer à limiter les effets de la perte de biodiversité, ou du moins à s'adapter. Alors, c'est pour ça que, pour commencer, je vais partager les constats, parce que autant je pense que pour le climat, on commence même maintenant, euh, on va être assez chaud, quoi. C'est ce qu'il y a de dire. On pense que c'est bon, pardon, on est déjà ça commence à être bien rentré dans les esprits qu'on est dans le changement climatique. Pour la biodiversité, je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'on soit vraiment conscient de ce qui se passe. Alors avec vous, je vais repartager les constats, ce qu'on appelle les constats, et en précisant une chose, ce ne sont pas les constats de Thierry Tatoni, loin de là. Ce ne sont pas les constats d'un ou deux chercheurs, ce n'est pas le constat de l'INBE. D'ailleurs, au passage, je ne suis plus directeur de l'INBE. J'ai été libéré de cette tâche depuis 2 ans. Ce qui explique pourquoi j'arrive à avoir du temps pour venir parler avec vous maintenant. Mais je reste juste un enseignant-chercheur et je reste bien sûr président du conseil scientifique du parc du Luberon. Donc, en grande fois, les constats, ce ne sont pas les miens. J'ai dû contribuer à une portion infime de ces constats. Alors, contribuer comment? À travers les articles qu'on a pu faire, parce que c'est les constats qui ont été établis par une plateforme intergouvernementale pour la biodiversité et les services écosystémiques. On appelle ça l'IBES. Pour faire clair, c'est l'équivalent du GIEC, mais pour la biodiversité. Et un peu dans le même esprit, il y a des rédacteurs qui se sont penchés, qui ont fait la synthèse de beaucoup d'articles. Alors ces rédacteurs ou ces têtes de pont, ils sont au nombre de 550, qui couvrent une centaine de pays, et qui ont analysé, bon alors je ne sais pas si le chiffre est toujours en vigueur, mais c'est à peu près presque 12 000 articles qui ont donné lieu à quasiment 15 000 remarques, notes et compagnie. Donc tout ça pour vous dire quoi? Ça veut dire que les constats que je vais vous proposer, ils sont quasiment indiscutables. En plus, vous verrez de temps en temps, ça apparaît, l'IBES a pris soin de signaler quand les résultats sont avérés ou en cours de validation. Donc, lorsqu'on a des conclusions qui sont avérées, on peut toujours s'amuser à les contester, comme il y a toujours des climato-sceptiques, mais c'est pas la peine de perdre son temps. C'est comme ça, il faut accepter la situation, il faut la digérer, même, vous allez voir. Et puis maintenant, il s'agit de voir qu'est-ce qu'on fait. C'est plus ça, la vraie question, elle est là. Donc tout ça pour dire que sur les constats, bien souvent, je préfère dire, on va les partager, les constats, mais on ne va pas les discuter, c'est pas nous. Nous ne sommes pas là pour les discuter. Les constats, encore une fois, ce sont des milliers de chercheurs dans le monde qui l'ont avéré. Je pense qu'on a... Maintenant, encore une fois, j'insiste, il y a autre chose à faire. Alors ces constats, du coup, tiens Gilles, tu vas retrouver, je t'ai piqué quelques diapos, dont Gilles Landrieux qui est parmi nous, j'ai vu. Alors le premier constat qu'il faut bien intégrer, c'est le côté artificialisation de la planète. Si bien que les premières conclusions font état qu'il y a presque plus d'espace, il y a presque plus d'espace sauvage, alors surtout pour les écosystèmes terrestres. C'est un peu moins. Alors, ça, je veux dire, c'est un peu moins vrai pour les écosystèmes d'eau douce, mais l'évaluation est plus compliquée, plus difficile. Et pareil pour le marin. Alors, le marin, on va dire qu'il est artificialisé à 40%, mais si on ramène ça à la zone, parce que ce sont essentiellement les zones littorales, ça veut dire que quasiment tous les littoraux sont hyper artificialisés. Et après, c'est la haute mer qui est un petit peu moins. Mais de plus en plus, on s'aperçoit qu'on voit des traces d'artificialisation un petit peu de partout dans les océans aussi. Donc, première chose qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est bien, on est sur une planète qui a été artificialisée, c'est-à-dire dont les écosystèmes ont été fortement modifiés par l'activité humaine. C'est le premier constat. Et là, après, à partir de ça, c'est à nous de s'interroger quels sont les impacts sur la biodiversité. Et c'est là qu'on se retourne, c'est le travail qu'a fait l'IBES. Alors c'est un travail qui avait été initié déjà. On a pu déjà avoir des premières conclusions à partir du Millennium Ecosystem Assessment, qui a des travaux récurrents qui sont menés par l'IUCN, par la WWF, qui essayent de faire des bilans sur l'état du vivant à la surface de la planète.
Mais là, encore une fois, le travail de l'IPBES, c'est à partir de résultats scientifiques avec une sorte de validation scientifique et qui ont essayé de sortir les grandes tendances. Alors les tendances, sans surprise, elles rendent compte, pour du moins tout ce qui a été évalué, d'une tendance quand même à l'érosion de cette biodiversité. Cette érosion de la biodiversité, elle s'exprime de manière, on va dire, la plus facile pour la saisir, elle s'exprime par rapport aux espèces qui sont menacées de disparition. Alors, vous savez, l'Union internationale de conservation dans la nature, vous ne savez pas, on fait un système de classement, vous l'avez à droite ici, avec lorsqu'on rentre dans les couleurs orange foncé et rouge, ça veut dire qu'on est rentré dans les espèces menacées, et dans les verts et verts tendres, on est dans les espèces qui sont pour l'instant en préoccupation mineure. Et puis lorsqu'on est dans le bordeaux, ça veut dire qu'à l'état sauvage, il n'y a plus d'espèces. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus, alors suivant les taxons, bien entendu, la proportion est différente, mais la tendance, tout de même, c'est une augmentation du taux d'extinction et un déclin de la survie des espèces qui sont menacées. Alors pourquoi ce déclin? Ce déclin des espèces menacées, quelque part, il est inéluctable. Et c'est ce que je vais essayer de partager avec vous. Il faut juste retenir à ce stade-là, qu'est-ce qui fait qu'une espèce rentre dans le critère IUCN, dans le critère des espèces menacées? C'est tout simple. C'est une espèce pour laquelle on a observé, d'une manière ou d'une autre, une baisse considérable des effectifs. Alors, suivant la vitesse de cette baisse des effectifs et suivant l'ampleur de cette baisse des effectifs, il y a des critères de décision qui nous font classer l'espèce dans vulnérable, en danger ou en danger critique. Mais rappelez-vous bien, pour la suite et pour tout le raisonnement, y compris lorsqu'on va passer à des préoccupations d'aménagement du territoire, gardons à l'esprit qu'une espèce menacée, c'est une espèce pour laquelle on a observé, et ça a été validé, une baisse des effectifs au niveau de ces populations. Ça, c'est le deuxième élément après l'artificialisation, je voulais partager avec vous. Et puis après, il s'agit de rentrer dans quelles sont les causes de ce déclin de la biodiversité. Alors là, pour une fois, on va partir de droite à gauche. Vous avez les exemples de déclin ce qu'on appelle les déclins de la nature, parce que la biodiversité, c'est une façon on va le revoir, d'aborder la nature, mais on peut aborder globalement l'impact, quels sont les impacts actuels des activités humaines sur la nature. Et puis vous avez différents critères qui sont évalués, que ce soit, on l'a vu, que ce soit l'état des écosystèmes par rapport à leur intégrité écologique. Il y a le nombre d'extinction d'espèces, avec une estimation à peu près d'un quart des espèces qui sont menacées d'extinction, voire plus. Il y a aussi en termes de quantité, alors je veux dire, de nombre d'individus par espèce, on observe aussi, il y a des chiffres qui sont avancés, comme 23% de diminution de quantité d'individus. Ça peut se traduire aussi en biomasse, et là, il y a un chiffre qui fait peur, c'est-à-dire 82% de la biomasse animale est essentiellement représentée maintenant par des animaux domestiques. Ça veut dire qu'on a perdu la quasi-intégralité de la biomasse sauvage, enfin, ça peut presque dire comme ça. Et puis, il y a aussi toutes l'IBES, comme l'avait initié aussi le Millennium Ecosystem Assessment, va jusqu'à envisager les effets sur les populations humaines qui, elles, sont directement dépendantes des ressources naturelles. On les appelle les peuples autochtones. Et pour eux, les estimations, c'est qu'il y a 70% des indicateurs qui se sont détériorés, qui montrent l'extrême fragilité dans laquelle rentrent ces peuples autochtones, encore une fois, directement dépendants de la ressource naturelle. Même si l'ensemble de la planète est dépendant de la ressource naturelle, ceux qui vivent au contact de la nature au quotidien sont encore plus dépendants que nous. Alors, ça, ce sont les constats, et on a essayé d'identifier les facteurs. Les facteurs directs sont connus depuis assez longtemps, avec notamment le facteur principal, que le changement d'utilisation des terres et la destruction des habitats qui est lié au changement d'utilisation des terres. Donc, changement d'utilisation des terres et destruction des habitats, ça c'est le premier facteur responsable d'une bonne partie de l'érosion de la biodiversité, couplé à l'exploitation directe, l'exploitation des ressources. Puis après rentrent des notions comme le changement climatique, la pollution, et aussi les espèces exotiques envahissantes qui peuvent aussi chasser les espèces indigènes. Donc là, les facteurs directs, encore une fois, ça c'est connu depuis longtemps. Ce qui a apporté un petit peu plus l'IBES, ce sont les facteurs indirects.
C'est-à-dire tout ce qui est lié aux activités humaines, mais à l'organisation des activités humaines, qui, on peut dire, qui relèvent des facteurs politiques, mais au sens large du terme, et aux organisations sociales, que ce soit bien sûr les facteurs démographiques, on va dire les modes de vie qui sont importants et qui entraînent les facteurs directs. Il y a aussi le type de régime politique dans lequel on est, puis aussi tout ce qui est conflit. On a bien compris depuis pas mal de temps que tout ce qui est conflit et épidémies ont des effets, qui peuvent avoir des effets directs sur la biodiversité. Et puis l'IPBES va encore plus loin. Et c'est une colonne qu'on voit assez sur laquelle on ne s'arrête pas et qui pourtant est la clé de tout, et sur laquelle je reviendrai à la fin. C'est ce qui relève des valeurs et des comportements. Ça veut dire que si on veut arriver à inverser les processus ou un petit peu infléchir la tendance, ça veut dire qu'il faut revoir nos systèmes de valeurs et nos comportements à tous au quotidien. Ça, c'est très important parce que quand on parle de transition, si cette colonne-là n'est pas actionnée, tout le reste ne peut pas s'actionner. Donc, encore une fois, de revoir nos systèmes de valeurs, c'est quelque chose qui peut être facile à dire comme ça dans un exposé, mais on va le voir tout à l'heure. Je vais exprès vous titiller là-dessus pour montrer qu'est-ce que ça veut dire revoir nos systèmes de valeurs. Alors, auparavant, je suis obligé, pour aller plus loin dans mon raisonnement, je suis obligé de revenir sur ce que c'est que la biodiversité. Alors, vous allez dire, non, pas encore une fois, la biodiversité, on nous bassine avec ça. Je ne vais pas vous bassiner, je vais juste m'assurer que vous avez bien saisi une chose, c'est que la biodiversité, si on doit résumer un seul mot pour la biodiversité, c'est le mot interaction. La biodiversité, ce sont les interactions. Les interactions qu'il peut y avoir au niveau du vivant, c'est le vivant entre le vivant et surtout les interactions qu'il y a entre le vivant et le non-vivant. Ça, c'est vraiment la clé de tout. Ça veut dire que c'est quelque chose qui est dynamique et qui, pour que tout ce vivant puisse fonctionner, continuer à évoluer et continuer à se maintenir, il faut que les interactions se maintiennent et il faut que les conditions pour que les interactions se maintiennent soient aussi en place. Alors ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire par interaction? En fait, si on va jusqu'au cœur du fonctionnement même de la biodiversité, le fonctionnement même de la biodiversité, la base, c'est la diversité génétique. Donc la diversité génétique, c'est la base de l'évolution des espèces. Et il y a ce schéma, alors je vais prendre des raccourcis terribles, mais juste pour bien saisir comment fonctionne la biodiversité et comment fonctionne après l'érosion de cette biodiversité. Ici, vous avez deux populations d'une même espèce, c'est-à-dire c'est un groupe d'individus qui ont des échanges entre eux, et c'est essentiellement des échanges de type sexuel. Désolé. Pourquoi? Parce que ce qui nous intéresse, ce sont les flux de gènes, les flux de gènes. Le brassage de gènes, c'est vraiment la base de tout ce qu'on appelle la diversification du vivant. Et ce brassage de gènes, il est assuré très majoritairement par la reproduction sexuée. Donc, ça, on a deux populations, donc des individus qui échangent leurs gènes entre eux. La seule différence qu'il y a entre ces deux populations, c'est que là, il y a un génotype qui est majoritaire, le génotype bleu, et là, il n'y a qu'un rouge, et là, il y a beaucoup plus de génotypes représentés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la diversité infraspécifique, elle est très faible ici, et là, elle est beaucoup plus forte. Ok, ça normalement c'est acquis, mais quel intérêt de présenter ça? Imaginez qu'il y a une maladie, une pathologie, n'importe quoi, qui touche surtout le génotype bleu. Ça veut dire que cette population va être considérablement réduite. Ici, la population qui est à droite, on va avoir le bleu qui va disparaître, mais il y aura tous les autres génotypes qui vont être là pour assurer la pérennité de la population. Tout ça, ça veut dire quoi? Que lorsqu'on a une faible diversité génétique, ça veut dire qu'on a un faible pouvoir adaptatif, on ne peut pas s'adapter aux changements à venir, que ce soit épidémique, que ce soit changement climatique, changement d'environnement. En revanche, si on a une forte diversité génétique, bien là, quelque part, la pression de sélection va pouvoir puiser dans ce pool de diversité génétique et garder ceux qui arrivent à résister. Et vous l'avez bien compris, qu'est-ce que c'est qui va assurer le fait que d'un côté on ait faible diversité, qu'est-ce qui va faire que d'un côté on a faible et de l'autre côté beaucoup de diversité? C'est essentiellement les effectifs. Lorsqu'on a un grand nombre d'individus, on va avoir, sur une loi mathématique, il y aura beaucoup plus de chances d'avoir un nombre de génotypes très varié. Si on a peu d'individus, on a moins de chances d'avoir un génotype très varié. Et pareil, pour qu'il y ait un gros brassage génétique, il faut avoir des individus qui puissent s'échanger un peu de partout dans le territoire. Si on a des populations qui sont trop isolées, ben ces populations vont avoir tendance à s'étouffer génétiquement. Alors là, du coup, quand on spatialise cette information-là, on commence à avoir quelques clés sur qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter ça. Alors pour bien vous montrer comment ça marche,
Là, on prend un exemple pédagogique très loin, ça c'est l'état de Sao Paulo au Brésil. En 1500, il était très majoritairement forestier, et en 2000, il est devenu très majoritairement très ouvert, agricole et urbain. Il reste plus que quelques petites taches noires qui représentent la forêt. Donc en quelques 500 ans, l'État est devenu de très forestier à très agricole et très ouvert. Ce qui veut dire que toutes les espèces, là on est en milieu tropical, toutes les espèces qui étaient présentes dans la forêt n'ont quasiment eu aucune chance de se maintenir dans quelques lambeaux, et même si elles se sont maintenues, ce qui n'est pas possible, mais imaginons que toutes les espèces soient maintenues, elles ne peuvent pas se maintenir avec des effectifs aussi importants que lorsqu'elles avaient tout l'état pour s'épanouir. Donc elles se sont maintenues avec des effectifs très faibles. Et le problème, qu'est-ce qui se passe lorsque les effectifs sont très faibles? C'est ce que vous avez à gauche. Si les populations se réduisent, ça réduit automatiquement la diversité génétique. Si la diversité génétique se réduit, ça réduit le pouvoir adaptatif. Si le pouvoir adaptatif se réduit, ça veut dire que la mortalité va augmenter. Si la mortalité augmente, ça va réduire encore plus la taille des populations. Si la taille des populations réduit, on remonte ici, on a l'augmentation, diminution encore plus importante de la diversité génétique, et ainsi de suite. Vous l'avez bien compris, on rentre dans ce qu'on appelle une spirale, et en biologie de la conservation, on appelle ça une spirale d'extinction. Ça veut dire quoi tout ça? Tout simplement que dès l'instant qu'une espèce rentre dans une spirale, vous imaginez un effet vortex, ça veut dire qu'elle ne peut plus s'en sortir. Tout simplement, sauf moyen très fort, si on lui tend une perche très forte pour arriver et qu'on se met à plusieurs pour la tirer de cette spirale, on peut peut-être arriver à la sortir. Mais dans la très grande partie des cas, une espèce qui rentre dans cette spirale, c'est une espèce qui a disparu. Et c'est quoi une espèce qui est rentrée dans la spirale d'extinction? C'est ni plus ni moins qu'une espèce menacée. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toutes les espèces menacées actuellement, et qui Kissessiana, on va le voir, sont potentiellement des espèces disparues. Et là, du coup, on commence à prendre conscience de ce qui avait été dit dans cet article. C'est un article qui est paru dans Nature. Nature, c'est la Bible des scientifiques. Ça n'empêche pas que des fois, il y ait des bêtises. Et du coup, là, même ça, en 2004, quand c'est sorti, je faisais partie de ceux qui pensaient que c'était des bêtises, c'était des matheux qui s'étaient penchés là-dessus. Et ces matheux, ils avaient sorti des modèles qui disaient que si on continue dans cette dynamique-là, dans cette fausse dynamique-là, d'ici 2050, on devrait perdre entre 15 et 35% des espèces. Alors, avec des collègues, on avait fait des règles de 3 pour montrer à quel point c'était absurde, ce truc-là. En fait, c'était nous qui étions bêtes. Il fallait surtout pas faire de règles de 3, il fallait essayer de prendre un petit peu de recul et se projeter sur le message qu'il voulait nous dire. Et si maintenant, j'interprète quelques 15 ans après, je revois cet article-là, et je vois qu'en fait, il s'était juste appuyé sur le changement climatique qui arrivait, qui va changer les possibilités environnementales et l'absence de réaction, d'adaptation qui va pouvoir être fait par les espèces du fait de leur réduction de leur effectif. Et c'est vrai que du coup, si on se projette tout ça, on peut arriver à ce genre de taux. Alors finalement, on arrive à quoi? On arrive que la biodiversité est en danger, on n'a même plus de point d'interrogation. Là, c'est la fin de la première partie, pour bien partager avec vous le fait qu'il n'y a plus de questions à se poser. C'est un phénomène qui est au moins aussi important que le changement climatique. Moi, je serais tenté de dire un petit peu plus important, mais vous allez voir, c'est tellement lié qu'on ne peut plus le séparer. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder. En 2009, l'IUCN avait recensé 18 000 espèces menacées. En 2019, ils en sont à 28 000 espèces menacées sur les 106 000 espèces évaluées. Parce que l'UICN, on n'arrive pas à évaluer toutes les espèces, on augmente le pool. Là, on a réussi à évaluer 106 000 espèces, et sur ces 106 000 espèces, on a 28 000 menacées. Certes, 106 000, on est loin des 2 millions et quelques d'espèces qu'il pourrait y avoir sur Terre, mais on est quand même sur un échantillon qui, statistiquement, est plus que hautement significatif. Donc ça veut dire que le processus qui est observé sur cet échantillon-là, on peut facilement l'extrapoler à l'ensemble du vivant. Et si on l'extrapole, ça veut dire quoi? 28 000 par rapport à 106, on est en gros dans les 30%. Exactement dans l'intervalle qu'avait prédit, alors je vous rappelle, notre collègue écossais, il avait prédit entre 15 et 35%. Là, on est même plus près des 35% que de 15%. Il suffit juste de se dire qu'une espèce menacée est une espèce qui est potentiellement disparue. Et si après on se reporte par rapport à ce qu'on connaît des espèces par rapport à l'ensemble du vivant, on serait presque sur 1 million d'espèces menacées. Puis après, il y a des chiffres qui sont avérés, le nombre d'espèces qui sont éteintes du fait de l'activité humaine. Donc, on est vraiment sur ce qu'on appelle actuellement la 6e vague d'extinction. On peut lever tous les points d'interrogation. Maintenant, il faut essayer de voir qu'est-ce qu'on fait avec cette information-là. Alors, cette information-là, c'est ça qui est assez fou en ce moment, il faut la remettre dans un contexte qui est le changement global.
Alors, le changement global, c'est quoi? C'est bien entendu le changement climatique avant tout. Bon, là, vous allez le voir, puis avant même l'intervention de Philippe Possello, vous savez très bien qu'on est dans ce changement climatique est très puissant. Le climat, c'est ce qui conditionne la répartition du vivant à l'espace de la Terre, donc automatiquement, ça va avoir des répercussions énormes. Il faut juste intégrer que ce changement climatique, il intervient dans une phase où on a un changement du mode d'usage des terres sans précédent, un taux d'artificialisation énorme, et ce taux d'artificialisation s'accompagne aussi d'effets collatéraux comme, qui accentuent l'artificialisation, comme les pollutions et l'accumulation d'intrants chimiques. Et ces effets de changement d'usage des terres et augmentation des pollutions sont le fruit essentiellement d'une démographie exponentielle, mais surtout de pratiques, de modes de vie qui conduisent à surexploiter les ressources naturelles. Et cet ensemble-là a des conséquences qui sont indéniables sur la biodiversité et de fait sur le fonctionnement des écosystèmes. Et là aussi, on peut le prendre dans un sens ou dans l'autre. Les changements d'usage des terres vont modifier le fonctionnement des écosystèmes et ça va influencer les habitats, donc ça va dégrader les habitats et ça va influencer forcément la biodiversité. On peut le prendre de l'autre côté, le fait d'avoir ces genres de surexploitation des ressources, de changement d'usage des terres, ça va diminuer la biodiversité et le fait de faire baisser la biodiversité, ça enlève des acteurs dans le fonctionnement des écosystèmes et ça va altérer le fonctionnement des écosystèmes. Donc vous voyez, on peut y rentrer dans n'importe c'est un peu vertigineux, mais c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête, cette approche globale qui montre qu'on est dans un système Terre qui est complètement déstabilisé, désarçonné par rapport à essentiellement lié à cette artificialisation. Et on a un effet d'emballement qui est en train de se produire actuellement entre changement climatique et érosion de la biodiversité. Sachant que les deux maintenant sont complètement liés et vont s'auto-alimenter en termes d'impact et de gravité de la situation. Bon, je vais essayer quand même de ne pas trop vous foutre le moral à zéro, mais au contraire, surtout, c'est juste là, dans cette phase de... On est à une phase de notre société, de l'histoire de la vie sur Terre, où on a deux solutions. Soit on continue à jouer au golf, et advienne que pourra, soit on essaye de se tourner un petit peu et d'essayer de voir qu'effectivement, il y a un peu le feu dans la maison, et on peut, on peut essayer de changer les choses. Il faut savoir que la tendance majoritaire actuelle, ça consiste à continuer à jouer au golf. En se disant, et alors là, en psychologie de l'environnement, on essaie de comprendre ça, on est tout à fait conscient, le golfeur, il sait très bien que la forêt brûle derrière. Mais bon, qu'est-ce qu'il va se dire? De toute façon, je vais finir ma partie, c'est pas ça, c'est pas parce que j'ai pas fini ma partie que je vais empêcher le feu de brûler. Mais c'est exactement là qu'on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le changement de valeur et de comportement. Et bien, effectivement, à un moment donné, il va falloir quitter le club de golf, il va falloir quand même s'attaquer à cet incendie. Alors bien sûr, ce sont que des mots, mais comment faire? Alors les solutions, elles sont bien sûr pas évidentes, sinon si elles étaient évidentes, les personnes qui arrivent en disant il n'y a qu'à faire ceci ou il n'y a qu'à faire cela, eh bien si c'était aussi simple, on l'aurait fait, quoi qu'on en dise, quelle que soit la vision qu'on a des politiques, des décideurs et des scientifiques, il y a une majorité de gens bien dans tous ces domaines-là, et ces gens, s'ils avaient pu le faire, ils l'auraient fait. Ça ne se fait pas, pourquoi? Parce que c'est très très complexe. C'est très complexe, alors les solutions, on peut juste envisager des pistes de solutions. Les pistes, par exemple, pour changer la donne, ça serait de travailler peut-être en amont déjà sur l'énergie, parce que par tout un processus, on ne va pas le détailler là, mais déjà revoir notre dépendance énergétique, ça pourrait changer beaucoup de choses. Et puis après, essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire dans l'aménagement du territoire pour contrebalancer ces effets. Alors l'énergie, effectivement, il faudrait arriver à se sortir des énergies carbonées pour favoriser les énergies renouvelables. On est tous d'accord avec ça. Et quand on rentre dans le détail, on se rend compte à quel point c'est complexe de passer. Ça veut dire quoi, les énergies renouvelables, l'éolien, le photovoltaïsme, l'hydroélectrique, l'hydrogène, à condition que ce soit l'hydrogène vert, la biomasse. Mais dans tous ces secteurs-là, dans tous ces domaines-là, quelle que soit l'énergie renouvelable à laquelle on pense, il y a toujours des effets secondaires, des effets collatéraux et des difficultés à mettre en place. Ceci dit, on n'a pas le droit d'occulter cela. Il faut se dire que l'avenir est dans les énergies renouvelables, et ça veut dire aussi qu'on n'aura jamais, les énergies renouvelables ne pourront jamais fournir l'énergie nécessaire. Donc ça veut dire que la première chose à faire, c'est diminuer notre dépendance énergétique, diminuer notre consommation énergétique, d'une façon ou d'une autre. Je pourrais presque dire quoi qu'il en coûte, si le terme n'était pas un petit peu galvaudé actuellement. Deuxièmement, c'est s'engager sur le mix énergétique, et là aussi, quoi qu'il en coûte. On va y revenir, parce que là, ça devient assez croustillant. Et bien entendu, voir qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'aménagement du territoire. Alors là, ça ne va pas vous surprendre,
je crois, dur comme fer, que les vrais outils, on va dire, institutionnels pour changer la vie, changer la donne sur le territoire, ce sont les parcs naturels régionaux. Je ne veux pas vous mettre la pression, Laure et consort, mais c'est vrai que c'est au niveau, si on peut espérer que quelque chose change, c'est sur les parcs naturels régionaux. C'est pour ça que j'essaye le plus possible de travailler avec eux pour qu'ensemble, on arrive à concevoir une autre forme d'aménager le territoire. Alors déjà, aménager le territoire pour quelle chose? Pour essentiellement, pour les choses, la chose la plus facile, entre guillemets, à faire, c'est limiter les effets de la fragmentation. La fragmentation, c'est ce qu'il y a derrière. Alors, normalement, il y a de l'animation qui vous permet de voir d'abord les rectangles et puis après de voir le contact. Mais la fragmentation, c'est quoi? Au départ, on a des espaces naturels où le sauvage, on va dire, et s'exprime abondamment. Et dès l'instant que tout ce qui est rose, c'est l'espace naturel qui est grignoté par de l'urbanisation ou par des systèmes agricoles qui sont plutôt intensifs et qui font qu'au bout d'un certain temps, on a ces espaces sauvages naturels qui sont réduits comme peau de chagrin. Et comme on a vu tout à l'heure, ça veut dire que les effectifs des espèces sauvages est considérablement réduit. Donc l'idée qu'on peut faire au niveau d'aménagement du territoire, c'est comment arriver à maintenir nos activités desquelles on dépend, que ce soit l'urbanisation ou l'agriculture, c'est quasiment indispensable. L'urbanisation, on a besoin d'habiter, l'agriculture, on a besoin de manger, on a une espèce comme les autres. Pourquoi on s'en priverait d'avoir tout, entre guillemets, ce confort qui nous est indispensable à notre bien-être? Mais on n'est pas obligé non plus de foutre en l'air tout ce qui est le reste du vivant, d'autant que ce reste du vivant est indispensable si on veut encore avoir des terres fertiles. On a intérêt à maintenir certaines formes de biodiversité qui est la seule garantie de la fertilité des terres, par exemple, ou la seule garantie de maintenir de l'eau potable, c'est avoir encore des forêts assez luxuriantes, et ainsi de suite. Là, on rentre dans une notion sur laquelle je ne vais pas rentrer, c'est les services écosystémiques, qu'on appelle maintenant les contributions de la nature pour les populations humaines. Mais dans tous les cas, on a bien compris maintenant qu'on était complètement dépendant de cette nature, même si on vit au centre de New York. Quelque part, on est dépendant complètement de la nature. L'eau potable de New York provient des réserves naturelles qui sont un petit peu plus, si je me souviens bien, c'est vers le nord-ouest, mais qui alimentent, qui permettent d'avoir de l'eau potable qui alimente New York. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, il faut faire en sorte que cette biodiversité se maintienne aussi, quoi qu'il en coûte, et que les espèces gardent le contact pour continuer à assurer les flux de gènes. Et cette initiative qui consiste à remettre de la continuité sur le territoire, c'est l'initiative qu'on appelle les tremvertés bleus, on va y revenir. Et par ce biais-là, on pourrait peut-être arriver à concevoir une autre façon de concevoir les réserves naturelles, concevoir la préservation de la biodiversité. Quand j'étais jeune, on parlait de la controverse du SLOS, c'est-à-dire est-ce qu'on fait une seule grande réserve naturelle ou on fait plusieurs petites réserves naturelles. Bien entendu, il vaut mieux une grande réserve naturelle, c'est beaucoup plus intéressant en termes de biodiversité, d'intégrité écologique, mais dans les contextes notamment européens, dans nos territoires, on ne peut pas faire des très grandes réserves. Il faut faire des petits, on peut faire que des petits morceaux de réserve. Même quelque part à l'échelle du territoire, le Luberon n'est pas un grand territoire. Et dans le Luberon, pas tout est réservé pour l'espace naturel. En revanche, on peut essayer de s'assurer de relier tout ce qui est relativement naturel par des structures plus ou moins linéaires, qu'on appellerait corridors ou pas japonais, ou ce que vous voulez. Mais si on arrive à relier, c'est-à-dire à assurer les flux de gènes entre les différentes tâches d'espace naturel un petit peu plus conséquentes, on pourrait envisager avoir un fonctionnement de réserve de biodiversité qui soit presque aussi intéressant sur le plan fonctionnel, sur le plan du maintien de la biodiversité, que ces grandes réserves, quelque part, qu'on idéalise depuis des années et qu'on n'arrive pas à mettre en place. Alors tout ça, derrière tout ça, je vous ai parlé de manière un petit peu différente de ce qu'on appelle la trame verte et bleue, c'est-à-dire comment arriver à repenser le maillage des espaces naturels sur l'ensemble du territoire, sans pour autant foutre en l'air tout ce qui est, encore une fois, système agricole, système urbain. L'idée étant de laisser aux espèces sauvages le pouvoir de se déplacer, éventuellement pour s'adapter au changement climatique et pouvoir aller se réfugier ailleurs, parce que dans beaucoup de situations actuellement, les espèces pourraient migrer, mais elles sont confrontées à des barrières d'urbanisation ou d'agriculture très intensive, ce qui fait que les espèces peuvent migrer. Donc, si elles ne migrent pas et qu'elles n'arrivent pas à s'adapter, elles vont péricliter. Voilà pourquoi le changement climatique va aussi avoir des impacts sur la biodiversité. Et sinon, ça permet aussi aux espèces de se déplacer même sur des courtes distances et d'avoir ces fameux flux de gènes. Si on a les flux de gènes, on a la biodiversité qui continue, on a le vivant qui est toujours en marche. Si on arrête les flux de gènes, le vivant capote, le vivant s'arrête, et c'est là qu'on rentre dans l'érosion de la biodiversité.
Alors, bien entendu, l'IBES propose des solutions, alors je ne vais pas les détailler, mais ce sont des solutions qui sont assez générales, mais dans lesquelles on peut puiser des choses. Donc, je vous inviterai à consulter. Alors là, ce sont les grandes décisions des grandes instances de gouvernance. Ce qui peut nous intéresser vraiment au niveau du territoire, c'est ce triangle-là. C'est les points d'appui. Les points d'appui, il y a beaucoup d'éléments qu'on peut décliner au niveau du territoire. Ça veut dire qu'il faudrait prendre presque tous les items ici et voir comment, par quelle action territoriale, on peut arriver à constituer ces points d'appui qui vont permettre d'actionner ces leviers et de changer, enfin, d'arriver à influer sur les facteurs directs, à tout faire inverser, que ce soit le travail sur les déchets, sur les inégalités sociales. Et là, en fait, si vous détaillez tout ça, assez vite, vous retombez sur une notion qui est prépondérante actuellement, ce sont les 17 objectifs de développement durable. Ces objectifs, ces 17 ODD, donc l'objectif de développement durable, sont autant, à mon sens, de points d'appui, alors qui ne sont pas mentionnés comme ça au sein de l'IBES, mais lorsqu'on les interprète, on peut se dire que si on avance sur ces 17 ODD, on trouvera les points d'appui qui pourraient nous permettre de changer considérablement les choses. Parce que l'objectif, il est là, maintenant, il faut changer radicalement. Alors, c'est les conclusions de l'IBES. J'ai repris les conclusions en 4 points. Alors, les 2 premiers points, A et B, c'est pour bon, maintenant c'est bon, j'insiste là-dessus, c'est avéré, la biodiversité et l'intégrité écologique est fortement altérée. On a toute une batterie d'indicateurs qui le montrent. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on veut changer, ça veut dire qu'il faut changer complètement, il faut inverser les trajectoires actuelles, parce que c'est ce qui est expliqué, les trajectoires actuelles ne permettent pas d'atteindre les objectifs de conservation et d'exploitation durable de la nature, et de parvenir donc à cette fameuse durabilité. Ça veut dire qu'il faut réaliser ce qu'on appelle les changements en profondeur. Ces changements en profondeur, en anglais, on appelle ça les transformative changes, c'est-à-dire il faut actionner sur le plan économique, social, politique et technologique. Et ils insistent après sur le dernier point, que ces changements en profondeur doivent être déployés de toute urgence. Alors comment faire? Alors c'est vrai que au niveau international, on a l'impression que c'est un boulet énorme à bouger, on n'y arrivera jamais. Et je fais partie de ceux qui pensent qu'on a vraiment des choses à faire au niveau territorial. Donc c'est pour ça que j'ai parlé de déclinaison territoriale. Maintenant, juste pour finir, si vous nous laissez encore 5-10 minutes, partagez avec vous qu'est-ce qu'on peut faire sur le territoire. Et du coup, on va revenir sur un territoire qui nous tient à cœur particulièrement, c'est celui du Luberon. Alors on peut essayer de raisonner à partir des cartes que m'a fourni Laurent Michel et qui sont actuellement en élaboration pour faire dans le cadre de la révision de la charte, pour faire le bilan où on en est de la biodiversité. Il y a essayer de raisonner à partir du territoire. Notre territoire, dans le Luberon, déjà analyser les grands types de milieux. Les grands types de milieux, quand on voit les grands types de milieux, on voit quoi? On voit qu'on a un territoire qui est, par bonheur encore, dominé par les espaces naturels. Bien entendu, certes, je ne le connais pas autant que vous sur certains territoires, on n'est pas que dans de la forêt vierge, loin de là. Pour avoir travaillé des années sur le Petit Luberon, je veux dire que le Petit Luberon, ça en est vu un petit peu de toutes les couleurs en matière de débroussaillement, de pastoralisme et compagnie. Mais ceci, c'est pas grave, ça veut dire que quand même, on a de l'espace naturel qui est quand même très dominant, même s'il y a aussi encore une deuxième dominante, ça reste les milieux ouverts et le milieu agricole, c'est quand même, ça reste important. Mais on a aussi, et c'est pas négligeable, alors du coup c'est en gris, on le voit pas bien, peut-être que pour la sortie, il faudrait peut-être le mettre en rouge pour bien alerter là-dessus, on a quand même un milieu urbain qui est pas négligeable. Et surtout sur les franges, on a un territoire qui est en train de se faire bouffer sur les franges par l'extension urbaine, avec une agriculture qui est en train de partir soit sous l'effet de l'urbanisation, soit qui part sous l'effet de la déprise agricole. Et ça, c'est embêtant parce que ça va influencer aussi ce qu'on appelle la mosaïque de paysage. Et ça, je vous le garde pour tout à l'heure. Pour l'instant, on retient juste qu'on a un territoire qui est majoritairement espace naturel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans les projets à venir, la première chose qu'il faut mettre en place, c'est préserver la qualité des espaces naturels. Ça, c'est la première chose. Et là aussi, quoi qu'on en pense, quoi qu'on en dise, la priorité, si je devais la fixer, après c'est mon point de vue, c'est préserver les espaces naturels. On va cruellement manquer d'espaces naturels dans l'avenir. Alors, bien sûr, je ne suis pas le premier à l'observer. C'est pour ça qu'il y a eu ce qu'on appelle des périmètres d'inventaire, c'est des zones qui ont été identifiées comme d'intérêt écologique, faunistique ou floristique, il y a différentes formes d'inventaire. Et on voit que
sur le Luberon et étendu au futur périmètre sur tout le versant sud de Lure, le pays de Lure, le pays de Banon, il y a une pléthore d'espaces remarquables. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a des espaces naturels qui sont identifiés comme remarquables. C'est vrai que, après, quand on les connaît un petit peu, il y a beaucoup de zones où il y a des écosystèmes originaux, une belle diversité, une belle biodiversité. Alors ça, on peut se gargariser, mais ça nous confère quand même une responsabilité qui est très importante. Parce que la deuxième chose à faire, en même temps qu'on préserve les espaces naturels, c'est préserver cette qualité des milieux naturels. Et c'est pas facile. On est dans un contexte où on va avoir beaucoup de mal à préserver, même si on contrôle tout ce qui est activité humaine. Rappelez-vous qu'on est dans le changement global et que le climat, le changement climatique peut nous enquiquiner pour arriver à préserver cette qualité naturaliste. Alors, conscient de cet enjeu-là, il y a des périmètres de protection qui historiquement ont été identifiés sur l'ensemble du territoire. La plupart sont plus centrés sur le petit Luberon, mais on voit que au plus on va vers les verts foncés, au plus il y a des périmètres de protection fortes, et lorsque dans les verts clairs, il y en a moins. Mais on voit qu'il y a quand même cette préoccupation de préserver quand même les écosystèmes et la biodiversité. Là, donc, la troisième mesure à faire par rapport aux orientations de l'aménagement du territoire, ne surtout pas baisser les périmètres de protection. Encore une fois, j'insiste, il faut plutôt les augmenter. Alors, ça paraît bizarre de dire ça, parce qu'ils vont dire c'est bien beau, mais comment arriver à maintenir une activité, un territoire dynamique, tout en le préservant? Alors, je ne dis pas de faire des territoires d'exclusion, mais il faut, d'une manière ou d'une autre, arriver à maintenir ces protections. Pourquoi? Parce que la biodiversité va devenir une denrée rare, même si actuellement on n'a pas l'impression. Il faut vraiment se projeter dans quelques années où le moindre espace naturel, le moindre espace sauvage va devenir très précieux. Alors là, j'ai repris les chiffres que m'a fourni Laurent Michel pour qu'on les partage tous ensemble, et ils sont quand même assez importants. Ce que vous disiez sur la prégnance des espaces naturels se traduit par des chiffres. 64% du territoire du Luberon est recouvert en milieu naturel, et c'est vrai que parmi eux, il y a une forte représentation de milieux forestiers. Ça, c'est un indicateur qu'il faut à minima conserver. Alors ça paraît bizarre, mais c'est la moindre des choses, c'est la première garantie pour s'adapter aux changements à venir. Bien sûr, au niveau de représentation en espèces, c'est quand même pas mal du tout, puisqu'on voit là-dessous, vous avez les proportions, mais 2000 espèces végétales sur le territoire et 5000 espèces animales qui sont recensées. Dessous, vous avez les proportions. Ça veut dire que sur cette petite portion de territoire, c'est assez petit. Alors, je ne sais pas combien ça représente par rapport au territoire national et encore moins au territoire européen, mais par rapport au territoire national, c'est assez dérisoire, notre territoire. Ceci dit, sur ce territoire-là, on trouve quand même, ne serait-ce que pour la flore, le domaine dans lequel je suis un petit peu plus compétent, il y a plus d'un quart de la flore française qu'on trouve sur le territoire du Luberon. C'est énorme quand même. Ça veut dire que si on arrive à préserver ce patrimoine sur le Luberon, quelque part, on préserve une bonne partie de la biodiversité au niveau national. Et dernière chose sur laquelle je tiens à vous alerter, là, on a les pourcentages d'espèces qui sont menacées. Alors, rappelez-vous, par rapport à ce qu'on a vu, potentiellement, ce sont autant d'espèces disparues. Donc ça veut dire que non seulement le pari maintenant qu'on doit relever, c'est faire en sorte de préserver cette richesse dont on hérite, qu'on a réussi à maintenir quand même assez bien jusqu'à maintenant, mais c'est maintenant que les choses sérieuses commencent, parce que là on a réussi malgré tout à contrôler un petit peu l'urbanisation, ce genre de choses, mais les années à venir vont être décisives par rapport aux choix qu'il va falloir prendre, et les choix qu'il faut prendre si on veut préserver on va dire presque, ça fait un petit peu les gens qui se la pètent, un petit peu très orgueilleux, mais préserver l'humanité, c'est faire en sorte que les territoires comme les PNR et comme celui-là arrivent à maintiennent leur engagement en matière de préservation de la biodiversité. J'allais dire maintenant plus que jamais. Je sais que dans certains PNR, la biodiversité, c'est pas forcément la préoccupation. On va parler agriculture, on va parler tourisme, mais tout ça maintenant, c'est devenu des babioles tant qu'on n'a pas vraiment assurer le coup sur la biodiversité. J'insiste lourdement, et si je suis lourd, je le fais exprès, parce que quelque part c'est lourd dans les propos, mais dans les faits, l'avenir dépend complètement de ce qu'on va réussir à faire par rapport à cette biodiversité. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de tout changer. Encore une fois, on est sur on hérite une situation sur le Luberon qui est quand même loin d'être désintéressante. Au contraire, là, je voudrais juste finir sur cette mosaïque de territoire, cette mosaïque écologique, parce que ça veut dire que derrière, qu'il y a des
il y a des ambiances écologiques, mais aussi il y a des pratiques derrière qui font qu'on arrive à différencier le bassin d'Apt, les collines de Haute-Provence, les montagnes de Lure, les monts de Vaucluse, les collines et les plaines du sud du Luberon, puis bien sûr l'arête, l'épine dorsale du territoire, qui est le massif du Luberon. Sur chacun, il y a des particularités écologiques, mais il y a aussi des particularités en termes d'usage qui font qu'actuellement, on est toujours dans l'héritage d'un territoire qui est encore très bien doté en matière de biodiversité. Ça, il faut se débrouiller comme on veut, mais il ne faut pas le perdre. Il ne faut pas le perdre, ça veut dire qu'il faut s'inscrire, non seulement il ne faut pas le perdre, mais il faut essayer de l'améliorer. Et voir quels sont les outils qui nous permettent maintenant d'améliorer tout ça. Alors bien entendu, pour améliorer tout ça, ça veut dire qu'il faut actionner ces outils Trembert et Bleu, il faut actionner aussi tout ce qui est outils transition énergétique, parce que la transition écologique, la première étape technique, on va dire, c'est la transition énergétique. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être revoir nos doctrines par rapport au photovoltaïsme, par rapport à l'éolien. On a quasiment pas, je crois, je me souviens pas, vous me direz, mais je n'ai pas de souvenir d'avoir trop d'éoliennes dans le territoire. C'est peut-être une erreur, peut-être qu'il faut revoir ça. Peut-être que il y a le photovoltaïsme, il faut peut-être le repenser. Alors, je sais qu'au niveau de Manosque, Forcalquier, on est engagé sur l'hydrogène. Ça nous fait bizarre, peut-être, tous ces panneaux photovoltaïques, mais peut-être qu'il faut voir comment on peut optimiser tout ça. Encore une fois, il va falloir revoir pas mal de nos présupposés et se dire qu'il y a certaines choses sur lesquelles il va falloir céder pour préserver quoi? Préserver l'essentiel. Et l'essentiel, ça reste cette fameuse biodiversité qui reste le verrou essentiel par rapport au bien-être humain. Donc, à ce niveau-là, je vous remercie de votre attention. Ma fête de merci, ce n'est pas juste des simples fleurs, ce sont des messicoles. Et là, j'ai remis ça parce que pourquoi les messicoles? Ces plantes, vous savez, ces plantes qui aiment les moissons et qu'on trouve normalement dans les champs de céréales qui ne sont pas trop intensifs. Et j'ai remis ça parce que ça, à travers les messicoles peuvent nous montrer la voie. Il y a quelques années, avec mes collègues, on avait travaillé sur les conditions de maintien des messicoles. Et pour faire très court, on s'est rendu compte que pour maintenir les messicoles, la chose la plus sûre, c'est de maintenir les activités de polyculture et élevage. Alors ça paraît tout bête, mais en maintenant la polyculture et élevage, on maintient la biodiversité messicole, mais derrière, on maintient tous les paysages qui sont maintenant les paysages de carte postale, ces fameux paysages mosaïqués qui correspondent bien aux paysages qu'on a envie de voir dans nos campagnes luberonesques, campagnes de Provence, mais quelque part aussi qui sont très favorables à la biodiversité. Et derrière les messicoles, peut-être qu'il y a une autre façon de voir le territoire de demain, et peut-être qu'on a pris quelques travers en matière d'utilisation du sol, en matière d'aménagement du territoire qui ne sont pas forcément bons, et peut-être qu'on peut s'inspirer, parce qu'on ne va pas revenir en arrière, on n'est pas là pour ça, mais s'inspirer de cette fameuse polyculture élevage qui façonne aussi bien les paysages que la biodiversité. C'est le clin d'œil que je voulais faire à travers cette diapo de remerciement. Et merci à tous de m'avoir écouté, même si je ne vous vois pas depuis un petit moment. Merci beaucoup Thierry, j'ai trouvé moi personnellement passionnant. Pas obligatoirement bloquant, plutôt motivant pour les actions à conduire pour nous sur nos territoires. Je vois déjà qu'il y a quelques questions. On a un petit peu dépassé. Je pense qu'il nous reste quand même quelques minutes pour prendre quelques questions et réponses. Je regarde à droite. Alors, n'hésitez pas à lever la main déjà. Hop, je regarde dans mon bandeau. Il ne veut pas s'afficher. Alors, j'ai déjà une question de monsieur Philippe Doma qui nous dit 87% de milieux forestiers à préserver est égal à protéger ou adapter, tenir compte du changement climatique. Voilà. C'est une super question et je vais pirouetter. Réponse le 20, c'est quoi, le 21 avril, non, un truc comme ça, je pense. On a un webinaire au niveau de la Fédération des parcs qui va être consacré qu'à ça, sur les deux options, parce que effectivement, c'est la question actuelle, la forêt, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est 23 avril, je crois, hein, pardon. Non, ou le 21 avril, je ne me souviens plus. Je vais vous dire ça tout à l'heure. En fait, il y a deux options. Soit on
on va tripatouiller la forêt, est-ce qu'il faut la couper en partie, est-ce qu'il faut changer les essences, ou est-ce qu'on s'appuie sur le laisser-faire? Il y a deux options, et en fait, on va être deux débatteurs qui allons illustrer les positions de chacun, et l'idée, c'est d'arriver de manière collective à voir quelle serait la situation préférable. Mais c'est vraiment les questions que l'on se pose. Alors, je n'ai pas divulgaché le tenant du webinaire qui va se tenir, d'autant que moi, je représente une option. Bien entendu, c'est l'option plutôt du laisser-faire. Quand on est écologue, on est plutôt dans cette dynamique-là. Et en face de moi, j'aurai une représentante de l'ONF qui sera plutôt pour l'interventionnisme. Voilà. Mais dans les deux cas, on essaiera d'être assez de mauvaise foi l'un et l'autre pour arriver à alimenter le débat. D'accord, alors il y a une question. Mais en tout cas, la question est super pertinente. Et la réponse, c'est je ne sais pas trop encore, pour tout vous dire. D'accord, une autre question qui est d'une forte actualité sur notre territoire, qui concerne le photovoltaïque et l'éolien notamment. Donc c'est Monsieur Pierre Honoré qui nous dit: la conclusion me paraît bizarre, car si on développe le photovoltaïque et l'éolien, on artificialise encore davantage d'espace et on les prendra sur ceux qui doivent être préservés. Ah oui, effectivement, ça aussi. Tout dépend où c'est qu'on le met, cet éolien. Est-ce qu'il y a peut-être des espaces agricoles en déshérence qui seraient peut-être à prendre? Il y a beaucoup d'espaces périurbains qui pourraient faire l'objet. Bien entendu, il ne faut absolument pas le prendre sur les espaces naturels, c'est-à-dire qu'il faut arrêter de faire ce qu'on fait dans certains cas. Il faut foutre la paix aux espaces naturels parce que c'est pas juste de l'intégrisme écolo ou quoi que ce soit, c'est que s'il y a les possibilités d'adaptation au changement, elles seront plus grandes si on a une forte intégrité écologique des écosystèmes qui nous entourent. Donc, modifier un écosystème, il faut mieux modifier un écosystème qui a déjà été modifié, et un agrosystème, c'est déjà un écosystème modifié. Après, bien entendu, il ne s'agit pas de faire du photovoltaïsme aveugle. Maintenant, on travaille assez bien avec les opérateurs, les installateurs de panneaux photovoltaïques, pour faire en sorte que de surtout pas compromettre le devenir de la parcelle. Maintenant, on peut arriver à faire des implantations sans béton. Et la charte, enfin, un cahier des charges qui est mis en place avec l'installateur de panneaux, lui dire que à la fin de la concession, dans 20 ou 30 ans, il doit restituer la terre arable telle qu'il a pris au départ. Et ça, d'après eux, alors attention, d'après eux, c'est possible. Maintenant, il faudrait expérimenter ça, mais ça me paraît pas trop contraignant. En revanche, si on rase une forêt pour installer des panneaux, c'est pas évident, au bout de 30 ans, de demander à l'installateur de nous restituer la forêt. On va se prendre un demi-siècle dans la tête, au minimum. Alors qu'une terre arable, si désinstalle correctement, on doit retrouver notre terre arable, peut-être même enrichie, si on arrive à faire peut-être du pastoralisme en dessous, si on arrive à faire une forme de... On peut réfléchir sur les plantations, sur les panneaux. Dans un contexte de changement climatique, ça peut être intéressant d'avoir des panneaux qui filtrent un petit peu les rayons, qui fassent un petit peu d'ombrage, qui récupèrent, si on fait des systèmes de récupération d'eau sur les panneaux, on peut faire des systèmes relativement intelligents. Et puis c'est plutôt vers là qu'il faut essayer de chercher. Voilà. D'accord. Une question de Madame Sylvie Marchal: quels parcs français ou européens sont exemplaires de ce qu'il faudrait faire selon vous? Bon, je ne vais pas le dire. Il ne faut pas que l'or s'en croie trop, mais le Luberon est pas mal. Hein. On est pas mal je pense qu'au niveau des PNR, souvent, ce qui se montre en exemple, les Vosges du Nord sont vraiment bien, le parc des Vosges du Nord, et je pense que dans le Luberon, on est pas mal du tout. Il y a des PNR qui sont bien pires que ça. On va le prendre comme ça. Mais par rapport, si on fait le ratio pression, par rapport à la pression qu'on subit, parce qu'on est quand même sur une région et un territoire qui est très très pressurisé, je ne sais pas comment on dit. Le Luberon, pour l'instant, le Luberon est pas mal et on est arrivé à conserver. Du coup, je m'associe à vous. Quand c'est bien, je m'associe à vous. C'est ce que je voulais dire, Thierry. Il faut que tu t'associes à nous et vous tous d'ailleurs qui êtes présents. Après, ça note d'autant plus notre grande responsabilité face à l'avenir. Hein. Oui, c'est vrai. C'est pour ça, c'est pas forcément un cadeau, mon compliment. Effectivement. Parce que jusqu'à présent, on a réussi à maintenir la qualité des paysages. Vous avez vu les chiffres, la qualité de la biodiversité. C'est l'avenir. On a des enjeux importants. La prochaine charte pour les 15 ans à venir, on est dans une période clé.
On a passé une première période pour limiter l'urbanisation, c'est pas fini. Maintenant, il faut s'adapter, il faut s'adapter au changement. Ça, c'est encore autre chose, notre paire de manches. Après, je connais pas tous les parcs. Il y a des parcs qui sont en milieu beaucoup plus ruraux où c'est pas la même donne. Là, c'est essayer de maintenir une activité. Alors, c'est assez dynamique. Non, oui, un autre parc que j'ai trouvé remarquable dans son activité, alors qu'ils partent de très loin, c'est le parc qui est en dessous de l'île. Comment il s'appelle, qui est dans les Pays du Nord, qui porte le nom des deux rivières. Scarpesco. Voilà, Scarpesco. Scarpesco, je trouve que c'est assez incroyable ce qu'ils arrivent à faire à partir de. Nous, Luberon, entre guillemets, au départ, on a un superbe milieu. Là-bas, eux, c'est l'ancien pays minier, une crise sociale terrible, et malgré tout, ils arrivent à donner une dynamique, un esprit dans le parc assez remarquable. J'étais assez admiratif quand je suis allé à reculons là-bas, mais quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, je suis assez. Voilà. Le Scarpesco, c'est à retenir voilà, comme exemple. Alors, encore une fois, il ne faut pas aller chercher des vertus naturalistes comme ici, hein, c'est pas du tout pareil. Il y a plusieurs mains levées, Laurent. Ouais. Ah, je ne les vois pas, les mains levées, désolé. Ouais. Il y a Gilles Landrieux qui avait levé sa main. D'accord. Philippe Casanova et Pierre Frappa. D'accord. Alors, désolé, je n'ai pas vu ces mains levées, mais Monsieur Landrieux, si vous voulez intervenir. Merci. Je pense qu'il y a un élément important qui est dans ton discours, Thierry, c'est la notion de réversibilité. C'est-à-dire que quand on occupe un espace de manière réversible, par exemple en bétonnant, en mettant des routes, en mettant des barrages, etc., c'est très très difficile après de revenir en arrière. En revanche, une éolienne, si elle est pas trop lourde, si elle occupe pas trop d'espace, etc., et à condition que l'emplacement soit bien choisi, de même que les équipements agrivoltaïques que tu as plus ou moins évoqués avec des cultures sous ombrage ou sous ombrière, ça peut être une solution. Alors c'est vrai, comme tu dis, ça va bouleverser un certain nombre de nos valeurs, notamment de nos valeurs paysagères, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude. Mais après tout, on peut toujours démonter une éolienne, on peut démonter des panneaux photovoltaïques dans le futur, quand on aura la fusion nucléaire peut-être. Mais par contre, une usine, une centrale comment dire, atomique ou une centrale électrique, c'est beaucoup plus difficile à démonter. Il y a un deuxième élément sur la forêt dont je voudrais parler, c'est que j'ai découvert par exemple qu'à Saint-Saturnin, on a une des plus grandes forêts communales du Luberon, mais j'ai découvert que c'est essentiellement du taillis simple. Alors, je me suis dit, mais comment ça fonctionne le taillis simple? En fait, on coupe les arbres et puis ça rejette, et puis on recoupe, puis ça rejette, puis on recoupe, ça rejette. Et en fait, comment on renouvelle? De temps en temps, il y a un rejet qui renvoie végétativement un drageon qui fait qu'on a un arbre nouveau, etc. Mais alors, il n'y a pas du tout de flux de gènes. Donc, ça veut dire que ça fait plusieurs siècles qu'on n'a pas de flux de gènes sur ces forêts-là. Et là, ça m'inquiète un peu parce que ça veut dire qu'on a des forêts qui sont adaptées au petit âge glaciaire de 1800, enfin qui s'est terminé vers les 1800. Et ça m'inquiète un peu parce qu'on va aborder le changement climatique avec des arbres qui ne sont pas du tout adaptés. Donc, oui, c'est bien qu'on ait de la forêt, qui sont des milieux naturels, mais à condition qu'on leur redonne leur flux de gènes, qu'on leur redonne la possibilité si on peut dire, de s'adapter au fur et à mesure des réchauffements. Et là, je voudrais avoir ton avis là-dessus, Thierry. Après, il faut se mettre, on n'avait pas de temps de forêt, quoi. Une forêt, si on la laisse devenir mature, petit à petit, ce taillis devrait petit à petit évoluer en futaie. On peut essayer de l'accompagner, comme tu dis, on coupe les brins et on accompagne le fût. Jusqu'à présent, le problème, c'est que jusqu'à présent, quand on avait le fût, on coupait le fût, et puis après, ça repartait en CP. Je pense que sur le pas de temps des forêts, si on laisse le temps aux forêts de devenir matures, ça devrait, ces flux de gènes devraient arriver à revenir. Mais je pense, avant que ça se traduise, avant que ça ait un impact au niveau des arbres, effectivement, il va falloir un temps fou. Et je ne suis pas sûr que l'environnement soit assez stable sur une durée suffisante. En revanche, tout ce qui est le reste de l'écosystème, ça peut faire du bien.
C'est-à-dire, on oublie les arbres, mais tout ce qui est sous-bois et tout ce qui est plantes, et surtout faune de sous-bois et tout ça, je pense que ça peut faire du bien d'avoir ces forêts, de les laisser maturer. Parce qu'on a toujours ce problème de... On ne sait pas ce que c'est que vraiment une vieille forêt, une forêt mature, digne de ce nom dans la région, hein. Même sur l'ensemble du bassin méditerranéen, c'est quand même quelque chose qui est très très rare. Souvent on dit que par exemple sur le plan floristique c'est plus pauvre, mais on ne sait pas hein, une vieille forêt, quel est son véritable cortège floristique. Je ne sais pas si Laurent tu as plus d'avis là-dessus, mais on fantasme toujours qu'est-ce que ça peut être une vieille forêt méditerranéenne. On a toujours elle a tellement été coupée cette forêt qu'on ne sait plus. Donc ça vaut le coup de la laisser un petit peu évoluer, sans compter qu'en attendant, il y a toute une mésofaune et toute une microfaune qui va être féodée aux vieilles forêts et qui petit à petit va devenir importante. Et ces forêts-là jouent un rôle en termes de services écosystémiques, fournissent des services qui sont assez importants. Pour tout ce qui est services, ce qu'on appelle les régulations hydrothermiques, ça n'a pas son pareil. Et ne serait-ce que pour la qualité de l'eau, contrôle des érosions et ce genre de choses. Donc, je suis le maître du temps. Ouais, il y a plusieurs mains levées et plusieurs questions. Donc, je vais demander au prochain d'être assez rapide et dans vos questions et dans vos réponses les uns les autres. Merci. Philippe Casanova, peut-être, avait demandé. Il faut activer le micro. Il faudrait qu'il active son micro. Monsieur Casanova, activez votre micro, s'il vous plaît. Ça y est. Oui, je rebondis sur la dernière question qui a été posée. Ce n'était pas celle que je voulais évoquer, mais un exemple et une question. Chez nous, à Viens, nous avons tout à coup, depuis une dizaine d'années, nous voyons arriver les pins à la place des chênes blancs. Donc, comment expliquer cette mutation qui semble être rapide? Et la deuxième question porte sur un de vos schémas, un schéma très explicite, et dans un tout petit coin à gauche, vous indiquez les comportements. Est-ce que ce n'est pas là que se joue le futur des actions que nous devons mener, nous en tant qu'individus, mais aussi et surtout en termes d'institutions, de façon à réguler l'ensemble du système que vous proposez? Voilà, c'est ma question. Oui, mais tout à fait d'accord, c'est là. Mais le problème que l'on se pose, et là, juste avant de venir, je sors d'une réunion qui était sur le parc national des Calanques, où justement on parlait de comment influer sur les comportements sans franchir des limites qui ne sont pas franchissables. C'est pas évident. La seule façon relativement élégante et acceptable de faire changer un comportement, c'est de passer par la pédagogie et la compréhension. Sinon, après, on passe par de la manipulation et on tombe vite vers les régimes dans les systèmes dictatoriaux. Bien sûr, ça serait bien d'éviter ça. Alors, mais c'est embêtant parce qu'effectivement, la clé, elle est dans le changement des comportements. Et le comportement étant lié au système de valeurs, hein, il faut vraiment pas le dissocier. Là, c'est une question à laquelle les scientifiques ne peuvent pas avoir de réponse, heureusement. Ou alors, c'est des scientifiques qui travaillent sur la manipulation. Il en existe, on a un labo comme ça sur Aix-Marseille. Mais je préfère dire que les scientifiques ne peuvent pas avoir la réponse. C'est la réponse, c'est le collectif, ce sont les politiques, mais par les échanges, les débats, par l'action citoyenne. Mais là, en tant que scientifique, je ne peux pas avoir de réponse et je me garderai bien d'en avoir, parce que ça serait dangereux que je me prononce. Si ce n'est de dire que je suis tout à fait d'accord, il faut faire évoluer ces comportements. Et pour les pins qui viennent après sur le chêne pubescent, ça me surprend beaucoup. Mais du coup, c'est du pin d'Alep ou du pin sylvestre? Ça semble être du pin sylvestre qui évolue très vite. En 2 ans, vous pouvez avoir un arbuste qui fait 3 mètres de haut. D'accord, mais il faut qu'il ait la place pour ça. Il vient au milieu d'une chaînée, il prend la place des chênes, c'est ça qui me surprend. Sur des pierrailles. Alors, déjà, j'ai un élément d'explication. Si on met pierraille, ça veut dire que le sol, il n'est pas forcément aussi top pour les chênes pubescents. Et les chênes pubescents n'aiment pas les sols qui sont trop pierrailleux. Mais il faudrait que je vienne voir, parce que là, du coup, ça remet en question tous les schémas de dynamique de végétation que j'ai pu faire. Et c'est possible, hein. Il faut être très prudent. Et à ce moment, tout ce qu'on croyait comme établi, il faut le revoir à l'aune des changements, quoi. Mais il faudra que je vienne voir sur place quand même. Je peux vous envoyer des photos, je les enverrai alors. J'enverrai des photos du site
dans lesquels se trouve... J'avais posé la même question à un séminaire de géographie, c'est un très beau séminaire de géographie qui se tenait à Saint-Saturnin il y a 4 ou 5 ans, et on n'avait pas trouvé la réponse à l'époque. A priori, normalement, la répartition des grands ligneux, c'est essentiellement un problème de dynamique et de qualité des sols. Donc, il faut venir voir le sol. Et si le sol n'a pas la réponse, là, il va falloir revoir beaucoup de choses. Voilà. Merci. D'accord, merci. Je ne sais pas, on a déjà allègrement dépassé, je crois, le temps. Je ne sais pas si Laure, la maîtresse du temps aussi. Il y a Pierre peut-être. Il y a Pierre, Pierre qui avait une question. Si on prend une dernière question avec Pierre, merci. Oui, alors moi c'était bon, je sais pas si ça appellera beaucoup de réponses en fait, mais c'est peut-être plus des remarques d'ailleurs. Je fais le lien entre les deux premiers webinaires qu'il y a eu aussi. Sur le premier, il y avait ce dualisme urbanité-ruralité qui a été développé. Sur le deuxième, enfin, je ne veux pas résumer simplement tout ce qui a été dit à cet aspect-là, mais moi, c'est quelque chose qui m'a choqué. J'ai d'ailleurs posé une question et la réponse ne m'a pas tout à fait satisfait. C'est qu'on a tendance à avoir l'impression que le SRADET privilégie la centralité. Donc, à ce niveau-là, quid de la ruralité, je dirais. Et j'en reviens justement à ce qu'on a parlé aujourd'hui, quand on parle de la TVB, de la trame verte et bleue, excusez-moi. Bon, on y a travaillé un petit peu ensemble. La traduction de la trame verte et bleue, ça a été le SRCE. Et la traduction du SRCE aujourd'hui, c'est le SRADET. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de perte de charge en cours de passage? Je ne sais pas comment, et c'est une question que j'aurais voulu poser d'ailleurs au webinaire précédent, je ne sais pas comment ont été hiérarchisés, je dirais, les différents documents qui ont abouti à la création du SRADET, puisque c'est une espèce de grand sac dans lequel on a fourré des problématiques qui étaient d'ailleurs assez différentes, hein, depuis les déchets, les transports, les carrières, etc. etc. Voilà, alors ça, c'était une première observation, et donc qui veut dire où effectivement on met les priorités à cette échelle-là. Moi, je ne suis pas certain qu'elle soit réellement mise au bon endroit. Juste pour te répondre vite, Pierre, là tu as tout à fait raison, parce que étant au CS du SRADET, là je suis beaucoup moins actif, mais on a parlé essentiellement de métropolisation depuis le début dans le SRADET, et il fallait que je me batte régulièrement pour remettre ne serait-ce que les PNR dans les priorités aussi, mais je voyais bien que ça se focalisait sur les grandes métropoles de la région, et le milieu rural n'est pas bien pris en compte dans le SRADET, je te confirme. C'est ce qu'on a vu dans l'exposé qui nous a été fait à ce sujet, quoi. Alors, ma deuxième deuxième observation beaucoup plus rapide, pour la connectivité, je trouve que les cartes qui sont présentées toujours mais j'ai l'habitude, hein, ça a toujours été comme ça pour le parc du Luberon, mais je pense pour les autres parcs aussi, on a toujours l'impression, mais c'est une question de traduction, que le territoire du parc est une espèce d'île dans un espace sur lequel finalement on n'a aucune influence. Et moi je crois que c'est en contradiction avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il faudrait développer les coopérations avec les territoires extérieurs. Et je crois que il faudrait que ça apparaisse comme un objectif dans la charte, comme un objectif plein et entier, je dirais, hein, que ce ne soit pas simplement un petit paragraphe dans un coin, mais qu'à un moment on dise on a vocation à travailler avec les territoires hors parc. Hein, alors, pas de la même façon, évidemment, puisque les collectivités ne sont pas adhérentes, bon, etc., mais qu'il y ait un affichage fort là-dessus. Tu as tout à fait raison. D'ailleurs, je voulais en parler parce que j'ai les cartes et bien souvent, je recontextualise chaque territoire par rapport à l'ensemble au moins de la région PACA, voire même de la région Aura au-dessus. J'ai pas eu le temps. Enfin, j'ai pas eu le temps. Je les avais les cartes, mais dans le temps imparti, j'avais peur que ça m'emmène trop loin, parce que du coup, il y a encore tout un autre débat. Après, j'ai centré sur le territoire du parc. Mais tu as tout à fait raison dans ton raisonnement. Il y a en plus la position centrale du parc du Luberon dans l'ensemble, dans le contexte, dans l'éco-complexe Provence-Alpes-Côte d'Azur, il est très important. On pourra, si vous voulez, un jour, on reviendra parler de l'ensemble de la région et de la place du parc. Mais tu as raison, il faut absolument qu'il soit connecté avec le reste du territoire.
Et j'avais, puisque j'ai la parole, je finis, hein, excusez-moi alors, mais ma troisième observation, je dirais, c'est qu'à un moment, tu as parlé de maintenir, voire développer des protections, et on a un peu l'impression que ça apparaîtrait comme contradictoire avec le développement des activités humaines. Alors je voudrais rappeler simplement, et là je pense être relativement bien placé pour le dire, c'est que le parc est aussi réserve de biosphère, et que ça, mettre en compatibilité, je dirais, le développement, enfin la protection de la nature et les activités humaines, c'est bien l'objectif numéro 1 des réserves de biosphère du programme MAB. Oui. Et tu fais bien de préciser, parce que pour moi, c'était exactement le message. Si ça a été mal compris, il ne fallait surtout pas croire que la protection devait se traduire par l'exclusion de l'homme, au contraire. En revanche, il faut rien concéder sur la protection, quoi. Voilà, en gros, c'est ça. Je voulais simplement rappeler que le parc aussi est une réserve de biosphère. Merci Pierre. On va être obligé de. Là, c'est moi qui reprend pour vous dire qu'on va être obligé d'arrêter parce que le format il se veut quand même relativement court et on a déjà bien dépassé. En fait, c'est absolument passionnant, donc on a envie vraiment de continuer. Puis on a des passionnés et des experts. Enfin, donc merci à tous pour vos interventions, contributions. Un grand merci Thierry pour ton intervention vivante pour parler du vivant. En plus, c'était très agréable à écouter et moi, j'ai trouvé aussi intéressant que tu nous poses un certain nombre déjà de pistes. Et ces pistes, elles sont quand même, elles s'intègrent dans quelque chose d'énorme qui relève de ces changements de comportement et de valeurs dont tu as parlé. Et donc, ça augure de belles séances de travail, de beaux débats. Et j'espère après des expérimentations, des choses à faire sur le territoire. Et effectivement, Pierre Frappa, là, je reprends. Ton terme de coopération, c'est vraiment, enfin, moi j'y tiens aussi, ça me paraît indispensable en matière effectivement de biodiversité. Tu nous l'as montré aussi, effectivement, avec les collectivités, etc. Donc on coopère avec les territoires extérieurs, mais dans tous les domaines aussi, coopérer même sur le territoire entre les acteurs publics, les acteurs privés. Enfin, la coopération, je pense que c'est aussi un maître mot dans nos actions, quoi. Expérimentation, coopération, etc. Mais du coup, aussi connaissance, tous ces apports scientifiques là, ils nous sont indispensable et voilà, très important. Ouais. On arrête là. Okay,